Bienvenue, Frédéric Bouchard. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Avant de commencer, vous êtes à la fois diplômé en philosophie, professeur de philosophie et doyen de la Faculté des arts et des sciences. Ça fait beaucoup de chapeaux à porter. Donc, moi, je me demandais, c'est quoi un doyen et pourquoi avoir étudié en philosophie? Donc, doyen, c'est un peu comme un directeur d'école. Donc, dans une université, il y a des départements. Donc, si on étudie en philo, on est au département de philosophie, par exemple. Puis les départements, ensuite, sont dans des facultés qui sont des regroupements de départements. Et ben moi, je suis le doyen ou le directeur d'une faculté. Et la Faculté des arts et des sciences, en fait, regroupe tous les départements qui sont en arts, lettres, sciences humaines, sciences sociales, sciences naturelles. Donc, ça va de histoire de l'art à informatique. Et pour la philosophie, ben, j'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université de Montréal en philosophie. Et ensuite, mon doctorat aux États-Unis. Et pourquoi la philo? Parce que je tripais sur la philo. Puis en fait, je me posais des grosses questions. Puis moi, je m'intéressais beaucoup aux sciences, plus de la biologie. Et je parlais à mes profs de cégep. Puis ils me disaient, écoute, c'est des questions intéressantes que tu te poses, mais à la limite, c'est pas en biologie, mais c'est en philosophie. Et là, en discutant avec mes profs de philo, j'ai eu le coup de foudre. Puis me voilà. Donc, c'est les études en philo mènent à bien des endroits. Pas nécessairement à l'administration universitaire, mais c'est une des voies là, auxquelles ça mène. OK. La faculté est très grande, puis elle englobe des domaines très variés. Donc, quand on parle de lettres, arts et sciences humaines, on parle de quoi exactement? Donc, quand on parle de lettres, arts, sciences humaines, en fait, on parle de toutes les disciplines qui s'intéressent à l'expérience humaine, puis comment l'être humain interagit ou interprète le monde autour de lui. D'accord? Donc, des fois, c'est très, très, j'ai envie de dire, formel et abstrait. Donc, certains volets de la philosophie, par exemple. Des fois, c'est l'expression artistique. Donc là, on s'intéresse, disons, en histoire de l'art, études cinématographiques, en littérature, comment l'être humain exprime son expérience. Mais il y a aussi d'autres disciplines, l'anthropologie, par exemple, en fait, qui étudie comment l'être humain, dans toutes ses manifestations, s'intègre à son milieu. La démographie, elle, c'est une science humaine, mais qui est plus, j'ai envie de dire, quantitative ou mathématique, mais qui s'intéresse comment les populations se transforment dans le temps, les dynamiques des populations, les relations industrielles, qui est un domaine souvent méconnu, mais en fait qui s'intéresse aux enjeux de droit du travail, de ressources humaines. Mais en fait, si on veut, c'est les sciences du travail. Donc, comment on accompagne que ce soit des employeurs, des syndicats, des organisations, dans comment elles intègrent là, positivement les employés dans leurs activités. Donc, c'est très, très varié. Là. Ça va de, j'ai envie de dire, de recherche plus fondamentale sur, j'ai envie de dire, presque le sens de la vie ou comprendre là, les fondements de l'être humain dans l'univers. Et ça va aussi que démographie, sciences politiques, sciences économiques, où ce sont des disciplines qui, en fait, s'intéressent beaucoup à comment différentes organisations dans la société civile interagissent ensemble. Puis, si c'est sciences économiques, c'est plus économique. Puis, si c'est démographique, c'est plus l'évolution des populations. Mais ce qui les regroupe toutes, en quelque sorte, c'est qu'elles s'intéressent à la diversité de l'expérience humaine, puis comment on peut mieux l'accompagner. Très intéressant. Donc, parfois, on entend parler de sciences dures quand il est question de chimie, physique, mathématiques, puis de sciences molles quand on parle des sciences humaines. Donc, est-ce que ces clichés ont une part de vérité, selon vous? Donc, les expressions sciences dures puis sciences molles sont assez répandues. Donc, on a mentionné, en fait, je suis professeur de philosophie. Je suis philosophe des sciences. Donc, moi, je m'intéresse comme philosophe à comment les différentes disciplines scientifiques se distinguent. D'accord? Comment la biologie puis la physique se ressemblent, mais en quoi elles sont différentes. Mais en quoi aussi la biologie et les sciences économiques se ressemblent et sont différentes. Donc, un philosophe des sciences s'intéresse à ce genre de questions-là. Comme philosophe des sciences, je peux vous dire que c'est complètement absurde la distinction entre sciences dures puis sciences molles. C'est bon. Entre autres, en fait, je comprends d'où ça vient. Donc, en gros, l'université dans laquelle on fonctionne, elle est très inspirée
de comment, là, c'est une longue discussion, là, mais qui m'intéresse beaucoup, mais qui dépasse le podcast, mais comment l'université s'est construite au cours du 18e et 19e siècle, surtout dans le modèle allemand. Okay? Puis c'était l'Allemagne qui a eu j'ai envie de dire, une théorie de l'éducation qui a structuré la connaissance sous la forme de départements tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et il y en a qui ont été groupés, les Allemands n'appelaient pas ça sciences dures et sciences molles, là, c'est qu'avec le temps, on voyait qu'il y a certaines disciplines, comme chimie physique, qui, en fait, soit il y avait des modèles mathématiques très forts, soit qu'il y avait des exigences d'expérimentation avec le monde naturel, des expériences dans un laboratoire ou dans la nature. Et on a, en quelque sorte, on a pris de cette réalité-là l'idée qu'il y avait des sciences qui étaient plus solides, si on veut, parce qu'elles étaient ancrées dans quelque chose qui semblait immuable, versus les sciences humaines, ça change tout le temps. Mais pourquoi? Parce que l'être humain change tout le temps. Donc, j'ai envie de dire, la distinction entre les disciplines a quelque chose d'artificiel, d'accord? Mais c'est normal qu'on veuille donner des noms à comment le savoir se découpe. Mais si on regarde vraiment comment la connaissance est construite, il n'y a pas de sciences dures et de sciences molles. Je dirais qu'il y a des disciplines qui s'intéressent à des phénomènes qui sont plus, j'ai envie de dire, robustes dans le temps, qui changent moins dans le temps. Oui, un neutrino aujourd'hui, puis un neutrino il y a 200 ans, il n'y a pas une grande différence. Toutefois, si on regarde la notion de la famille aujourd'hui et la notion de la famille il y a 200 ans, il y a un grand changement, mais pas parce que c'est moins sérieux, parce que l'expérience humaine change et donc nos explications, nos modèles, nos concepts, nos méthodes doivent s'adapter avec ce changement-là de l'expérience humaine. Donc, moi, j'aime pas... en fait, c'est pas juste que j'aime pas, c'est que ça correspond à rien de rigoureux de dire qu'il y a des sciences dures et des sciences molles. Si vous y tenez, puis c'est correct, là, parce que ça fait de mal à personne, mais minimalement, moi, j'aime, si on veut dire sciences dures face à quelque chose d'autre, bien, je dirais que les sciences humaines, c'est des sciences souples. Donc, elles ne sont pas molles, elles sont souples parce qu'elles s'adaptent finalement à la transformation de l'expérience humaine. De la même manière, c'est une grave erreur, selon moi, d'associer certaines disciplines à plus ou moins de rigueur. Donc, l'autre, j'ai envie de dire, cliché sous l'idée de sciences dures, sciences molles, c'est l'idée que certaines disciplines sont plus rigoureuses que d'autres. Puis ça, c'est archi faux. Toutes les disciplines sont extrêmement rigoureuses, mais elles ne sont pas rigoureuses sur les mêmes questions et elles ne sont pas rigoureuses de la même manière. Mais dans les deux cas, ça prend beaucoup de rigueur et de précision quand on construit le savoir, mais ça prend différentes formes dans différents domaines. Et s'accompagne à ça, je dirais, l'illusion que certaines disciplines sont plus difficiles que d'autres ou plus faciles que d'autres. C'est pas vrai. Elles ont toutes leur... Si on est très fort en mathématiques, bien, les mathématiques, c'est plus facile. Mais si on a de la difficulté à écrire, bien, littérature de langue française, c'est plus difficile que les mathématiques. Donc, en quelque sorte, il faut reconnaître que chaque discipline a son potentiel et ses contraintes. Et plus, j'ai envie de dire, quand on poursuit notre éducation, une posture que je trouve vraiment riche, c'est de pas essayer de hiérarchiser ou de faire des pyramides ou des échelles de discipline ou de savoir, mais plutôt d'être fasciné par la diversité des approches et de juste dire, bien, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles sont juste appropriées pour différentes questions. Oui, très bien dit. Merci. Un commentaire, mais je vois ça juste avec des articles scientifiques qui sont revus par les pairs, autant en sciences humaines qu'en sciences santé et tout ça. Chaque communauté, donc comme je vous dis, comme philosophe des sciences, je regarde comment différentes communautés scientifiques s'intéressent au développement de la connaissance. Puis en fait, elles se ressemblent beaucoup. Je veux dire, le langage, les mots ne sont pas les mêmes, les approches,
mais dans tous les cas, on essaie d'avoir le meilleur argument ou la meilleure démonstration ou la meilleure description d'un phénomène. Mm-hmm. Mais le phénomène, pour un sociologue, n'est pas le même en sciences humaines, n'est pas le même qu'un phénomène pour quelqu'un en histoire de l'art, pour quelqu'un... Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ce serait comme dire que si je demandais une échelle objective des meilleurs plats dans un restaurant, puis là, je disais, non, mais le spaghetti est objectivement meilleur que l'omelette. Je dis, ben non, c'est juste, si tu as envie de spaghetti, le spaghetti, c'est meilleur, l'omelette, c'est meilleur. Mais de dire que de toute éternité, indépendamment des préférences individuelles, il y a certains plats qui sont meilleurs que d'autres, c'est un commentaire sur notre incompréhension de la gastronomie. Absurde. Puis l'éducation, c'est un peu comme ça. Il faut pas tomber dans des clichés de est-ce qu'il y a des disciplines ou des programmes qui sont absolument meilleurs qu'un autre. Ce serait comme dire que tout le monde devrait aimer le spaghetti. Et c'est pas comme ça que l'expérience humaine fonctionne, puis c'est définitivement pas comme ça que l'univers fonctionne. Bien dit, merci. Alors, pour vous, pourquoi est-ce que c'est important d'étudier les arts, lettres et sciences humaines aujourd'hui? Donc, quand on parle de l'importance des arts, lettres et sciences humaines, d'abord, il y a un argument très ancien et toujours pertinent que ça nous aide à comprendre l'expérience humaine. Donc, quand on s'intéresse soit à des textes contemporains ou anciens, quand on s'intéresse à l'art dans différentes cultures, quand on s'intéresse à comment différentes sociétés à différentes époques ont fonctionné, ça nous aide à mieux vivre notre présent. D'accord? Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la fonction classique, essentielle des arts, lettres, sciences humaines. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, il y a beaucoup de compétences et de connaissances qui sont acquises, qui ont beaucoup d'importance dans le milieu du travail. Il y a toutes les disciplines que je dirais qui sont régies par ce qu'on appelle des ordres professionnels, en particulier au Québec, l'Ordre des psychologues du Québec, par exemple. Et ça, il y en a beaucoup qui sont en sciences humaines. Donc, les psychologues, travail social, criminologie, psychoéducation, il y en a et d'autres. Donc, ça, il y a beaucoup de sciences humaines qui sont attachées à des secteurs professionnels, avec des ordres professionnels, et ces formations-là, on peut les trouver à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Mais il y a aussi, de manière plus générale, des compétences et des connaissances qui sont utiles dans plein de secteurs d'activité et qu'on acquiert pendant des études en sciences humaines. Puis moi, j'ai le privilège comme doyen de croiser des diplômés qui ont étudié en sciences humaines puis qui maintenant, ils sont un peu partout dans la société. Et le lien n'est pas toujours direct et évident entre le programme et leur profession. Comme vous. Comme moi, c'est exactement. Mais quand on leur parle, on voit en fait qu'eux-mêmes comprennent le lien entre les compétences et les connaissances qu'ils ont acquis durant leurs études et leur activité professionnelle aujourd'hui. Donc, par exemple, il y en a qui c'est plus facile à comprendre. On a, par exemple, un diplômé qui a étudié en études asiatiques, donc ça, c'est en sciences humaines chez nous, et en fait, c'était par passion pour la culture, les différentes cultures en Asie, et maintenant est délégué général du Québec à Tokyo. Oh. Donc ça, c'est un bel exemple. Mais on a aussi, on a une diplômée qui, là, je préfère des heures de ça. Là, je donne juste des exemples un peu pris au hasard, mais une diplômée en anthropologie qui s'intéressait beaucoup à la diversité de l'expérience humaine. Ouais. Bien, maintenant, en fait, elle est la chef équité, diversité et inclusion chez Hydro-Québec. Mais c'est certain que c'est ses études en anthropologie qui l'ont outillée pour qu'elle se rende jusque-là. On a par ailleurs un autre diplômé de philosophie. Là, je ne veux pas faire ici de favori, là, mais en fait, je le connais bien, mais un ancien étudiant qui a fait sa maîtrise en philosophie chez nous, puis ensuite un doctorat en philosophie à l'étranger, mais qui est maintenant commissaire de la langue française pour le gouvernement du Québec. Et j'en passe, là. Et il y a plein de trajectoires. Les trajectoires dans les programmes ordre professionnel, j'ai envie de dire, sont plus prévisibles, mais les sciences humaines sont peut-être moins prévisibles dans plusieurs cas. Il y en a plusieurs prévisibles. Si on étudie en histoire, ben oui, on peut devenir professeur d'histoire au collégial, d'accord? Mais il y a plein de diplômés en histoire qui se retrouvent dans des professions très variées, journalisme et autres.
Mais leur succès, c'est par les compétences qu'ils ont développées et souvent les connaissances acquises durant leurs études en sciences humaines. Oui, il y a beaucoup de trajectoires non tout tracées. Ce qui est important quand on pense à un projet d'études, c'est que c'est pas une conclusion, c'est une introduction. C'est une introduction au sens d'un livre, là, quand on regarde des chapitres d'un livre. Donc, quand on pense à un parcours d'études, on se dit, bon, j'ai fait la maternelle, j'ai fait le primaire, j'ai fait le secondaire, j'ai fait le collégial, là, je fais l'université, après ça, c'est fini. En fait, non. C'est que là, on est en train d'écrire l'introduction de notre vie adulte, mais ensuite, les meilleurs romans ne sont pas prévisibles. Et donc, l'introduction, il faut une bonne introduction, sinon le reste ne tiendra pas la route. Ouais. Mais en fait, les parcours sinueux ou les parcours imprévisibles ou les changements de route, c'est ça la vraie vie. Ça fait peur, surtout en sciences humaines, mais ouais. Mais je comprends, c'est tout à fait normal, que ce soit pour nos étudiants ou leurs parents, d'avoir une certaine crainte de l'inconnu. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. Puis moi, j'ai une fille de 17 ans. Là. Ce que je veux dire, c'est que je le comprends. On veut le meilleur et le plus de sécurité, souvent, pour nos enfants ou pour notre propre vie. Mais il faut faire attention au mirage de sécurité. Et en fait, je pense que ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'on veut être des jeunes adultes, des adultes autonomes et épanouis. Mais dans un monde qu'on contrôle moins, ça veut dire quoi être autonome? Bien, ça veut dire être agile, flexible, ça veut dire être pensée critique, ça veut dire être capable de communiquer. Et ça, il y a plusieurs manières de le développer. Et ça, je dis, ça semble très abstrait, mais en fait, c'est très concret parce que si on était capable de vraiment prédire l'avenir du marché du travail, bien, il n'y aurait pas de chômage, puis il n'y aurait pas de récession. Donc, pourquoi il y a du chômage de temps en temps, puis des récessions de temps en temps? Bien, parce que le monde change, l'avenir est imprévisible, puis les besoins évoluent. Et je pense que le meilleur service qu'on peut se rendre, c'est comme être humain, de s'assurer qu'on a le bagage, puis j'ai envie de dire, l'ouverture, puis la capacité de travail pour agir positivement dans le monde, que les gouvernements soient conservateurs ou progressistes, qu'ils soient, qu'ils fassent beau, qu'ils fassent pas beau. C'est juste d'être flexible et, j'ai envie de dire, d'avoir un cœur hardi, de se sentir solide dans qui nous sommes et dans ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est pas juste les sciences humaines qui peuvent faire ça, là. Quelqu'un qui est passionné en astrophysique peut l'obtenir par l'astrophysique, mais il ne faut pas croire que certaines disciplines ne donnent pas ça. Au contraire, il y a certaines disciplines, dont les sciences humaines, qui en quelque sorte sont obsédées avec comment on forme des êtres humains autonomes et avec des bonnes têtes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui vaut la peine au-delà des préférences personnelles ou de la simple curiosité, mais même comme projet d'études menant à une longue et heureuse carrière professionnelle. Puis, je vous le dis, moi, je rencontre des diplômés partout et je vois des vies, pas juste des gens heureux, mais des gens prospères, des gens qui ont un gros impact sur la société. Et bien, ils ont étudié en sciences religieuses, ils ont étudié en sociologie, ils ont étudié... Et donc, les préjugés par rapport à les disciplines nous font perdre, j'ai envie de dire, des potentiels de développement. Bien, en parlant d'opportunités et de trajectoires, de nos jours, on a accès à une panoplie de nouveaux outils technologiques. Donc, je me demandais, est-ce que l'intelligence artificielle vient changer l'avenir des sciences humaines? Est-ce que des secteurs d'emploi sont à risque avec l'IA? C'est évident qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité professionnelle qui vont être profondément transformés par l'intelligence artificielle, dans tous les secteurs. On ne sait pas combien, on ne sait pas comment, et ça ne sera pas pareil dans tous les pays. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose, et j'ai envie de dire, c'est pas bien ou mal. C'est quelque chose qui va arriver, qui est en train d'arriver. Donc là, nous, la question qu'on se demande, c'est, OK, s'il y a plusieurs tâches cognitives qui avant étaient exclusives à l'être humain, mais que là, certaines de ces tâches cognitives-là semblent être à la portée
de l'intelligence artificielle. C'est quoi la place de l'être humain? D'accord? Parce que l'être humain, on se dit, on a des mains puis on a une tête. Donc, on sait quoi faire avec nos mains, on sait quoi faire avec notre tête, mais là, il y a de plus en plus de robots qui font des choses que nos mains faisaient. Ouais. Et il y a de plus en plus d'ordinateurs qui sont capables ou qui vont être capables de faire certaines des tâches cognitives qu'on fait. Je dirais la première approche très défensive, c'est de dire, OK, c'est un ennemi et nous, on va devenir superflu. Mm-hmm. Moi, je ne crois pas à ça. D'accord? Je crois que c'est une technologie qui est qui va avoir un immense effet, mais il y a eu d'autres technologies dans le passé qui ont profondément transformé notre rapport au travail, la vie économique. Et la question, c'est quand on se forme, quand on étudie, je pense que nous, comme éducateurs, mais l'étudiant comme étudiant dont c'est le projet de vie, je pense qu'on doit ensemble se donner comme objectif de devenir des êtres humains incontournables. Puis incontournable, ça veut dire savoir quand c'est pertinent et utile, comment utiliser ces outils-là, et quand ce n'est pas pertinent ou utile, de ne pas les utiliser. Donc, il y a l'intelligence humaine, il y a l'intelligence artificielle. Moi, je crois que, puis les sciences humaines sont très bonnes pour faire ça, comment on devient une intelligence éclairée. Donc, on garde notre spécificité comme être humain, on la comprend mieux grâce aux sciences humaines, parce que les sciences humaines nous permettent de comprendre c'est quoi un être humain mieux que d'autres disciplines. Puis là, ensuite, la prochaine étape, puis je ne veux pas dire qu'on a fini ça, là, c'est un grand chantier dans toutes les universités dans le monde, mais je veux vous rassurer que nous, on le prend très au sérieux. C'est comment on change notre formation, dont la formation en sciences humaines, pour que vous soyez des êtres humains incontournables. Et donc, vous utilisiez l'intelligence artificielle pour ce que ça peut offrir de bien et que vous ne l'utilisiez pas pour les choses qui n'ont pas un grand apport. Pour la technologie, moi, j'ai une analogie, puis là, le monde qui me connaît un peu, là, ils savent que je suis obsédé avec la menuiserie. D'accord? Moi, mon hobby, c'est la menuiserie traditionnelle, des rabots, des scies, puis il y a plein de beaux mots, là, des vibrequins, donc des vastringues. Donc, il y a un vocabulaire incroyable de la menuiserie. Okay? Moi, si je vais dans une quincaillerie, il faut m'en sortir comme presque physiquement parce que je resterai là toute la journée. Moi, je fais de la menuiserie traditionnelle. Puis là, pourquoi je n'utilise pas d'outils électriques? Pas parce que je suis anti-technologie, parce que j'ai du plaisir à utiliser ces outils-là, mais en utilisant un rabot ou en utilisant une aiguine, une scie, on apprend des choses sur le fonctionnement du bois. Oui, ça apporte d'autres choses. Que ensuite, quand j'utilise des outils électriques, je les utilise mieux que si je n'avais pas appris la menuiserie traditionnelle. Donc, pourquoi je parle de menuiserie? Parce que, en fait, comme étudiant, puis comme éducateur, il faut mieux comprendre qu'est-ce qui rend l'être humain unique. Puis ça, on va l'apprendre de plein de manières diversifiées. Et ensuite, quand on utilise la technologie, on le fait comme un être humain augmenté parce qu'on sait c'est quoi un être humain, on sait c'est quoi la machine et on sait comment l'utiliser pour favoriser notre épanouissement et non pas juste la facilité d'une technologie. Et ça, moi, je l'apprends par la menuiserie, mais je l'ai appris par la philosophie avec le temps. Il y en a d'autres, c'est par l'histoire, d'autres par l'anthropologie, la démographie, les relations industrielles, sciences politiques, sociologie, bibliothéconomie, sciences religieuses, j'en passe. Mais c'est en quelque sorte, c'est que c'est un exercice. Il ne faut pas juste voir ça comme l'acquisition de connaissances. En quelque sorte, c'est qu'à travers ces disciplines-là, on apprend comment fonctionne l'être humain. C'est juste que des fois, on l'apprend, pas de la menuiserie, mais à travers l'histoire de l'art. Ouais. Des fois, c'est à travers la philosophie, des fois, c'est à travers la sociologie. Et donc, il y a des connaissances, mais on apprend comment fonctionne l'être humain. Et si on est préoccupé de l'incertitude du marché du travail en lien avec l'intelligence artificielle, ça devient d'autant plus important de comprendre comment fonctionne l'être humain. Soit pour voir comment le rendre incontournable, soit pour voir, peut-être
ça serait le fun que je n'ai pas à remplir ce formulaire-là à mitaine. C'est correct que ce soit l'intelligence artificielle qui le remplisse. Puis le temps que je vais avoir libéré, bien, peut-être que je peux le consacrer à la création, à tisser des liens avec des êtres humains. Mais ça, c'est les sciences humaines nous aident beaucoup, beaucoup à comprendre quand et comment utiliser la technologie à notre avantage et quand, en fait, la mettre de côté pour se concentrer sur l'expérience humaine sans technologie. En prendre et en laisser. Très bien dit, encore une fois. Et devant l'immense choix de disciplines qui s'offrent à nous quand on sort du cégep, pour quelqu'un qui est curieux ou qui hésite, comment on fait pour ne pas se tromper de programme? OK, mais de un, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, ce que je veux dire, n'ayez pas peur de vous tromper. C'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes en train d'explorer qui vous êtes, puis vous êtes en train d'explorer différentes manières de comprendre et d'interagir avec le monde. Il n'y a pas de mauvaise approche. Okay. Il y en a qui ne correspondent pas tout à fait ou pas comme vous le croyez à vos désirs ou à vos compétences. Ça, c'est la partie où, des fois, il faut ajuster le tir. D'accord? Donc, moi, je vous dirais, quand on approche, encore une fois, je vais utiliser un peu de philosophie des sciences, là, mais quand on regarde différents programmes, par exemple en sciences humaines, moi, une grille d'analyse que j'aime utiliser, c'est que je dirais qu'il y a... je distinguerais les affinités ou qu'est-ce qui résonne pour vous. Des fois, c'est des objets d'étude. Donc, vous intéressez à l'évolution des populations, ben ça, c'est démographie. D'accord? Donc, l'objet d'étude en démographie n'est pas le même qu'en histoire de l'art. Donc, l'objet qui est étudié, ça, c'est le plus facile à la limite. Dis non, ça ne m'intéresse pas. De la même manière que vous le savez, si j'aime la musique country, mais je n'aime pas la musique classique ou l'inverse. D'accord? Donc, l'objet, en quelque sorte, s'il y a une résonance, moi, j'aime country et classique. Là. J'aime pas les fausses dichotomies. Mais je vous dirais l'objet, c'est le plus facile. Ensuite, j'ai envie de dire, il y a l'ambiance. Donc, il y a différentes disciplines qui ont différentes cultures. Puis ça, c'est plus par rapport la culture du département. Le mieux, c'est de parler à l'asso étudiante. Okay. C'est de parler à des étudiants. La vibe. Le vibe, exactement. Donc, la vibe dans différents programmes, c'est quelque chose de réel. Vous allez vous amuser partout, vous allez faire des amis partout, mais ce n'est pas les mêmes interactions. Il y a des disciplines où c'est beaucoup des gros projets d'équipe très intégrés. Puis il y en a d'autres, c'est plus des projets chacun de son côté. Puis par tempérament, par préférence, on est plus à l'aise dans un cadre ou dans un autre. Il y en a où on écrit beaucoup, d'autres très peu. D'accord? Ça, je le mettrais dans le vibe. Okay? Puis ça, comme vous allez passer plusieurs années, c'est pas à négliger. Okay? Ouais. Et il y en a où, par exemple, l'engagement politique ou l'engagement militant est très présent, d'autres pas du tout. Bien, selon comment vous vous sentez, bien, c'est un vibe qui résonne ou qui ne résonne pas. Et ça, donc ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Il y a aussi, j'ai envie de dire, les approches. Donc, il y a des approches qui sont plus quantitatives et mathématiques. Il y a des approches qui sont plus littéraires au sens d'écriture. C'est important d'être assez candide avec soi-même sur, bien, OK, si je dois passer plusieurs heures par semaine, est-ce que je veux faire des modèles? Est-ce que je veux écrire des textes? Est-ce que je veux lire? Puis ça, donc ça, ensuite, quand on met ça tout ensemble, en fait, il y a plusieurs programmes qui font comme un bouquet de ça. Il y a des programmes qui le font à l'intérieur du programme, puis aussi une manière de se faire soi-même son cocktail. Et donc, il y a des programmes qu'on peut faire, des bidisciplinaires ou des programmes multidisciplinaires. On peut s'inscrire ou faire des majeurs mineurs. Puis là, disons qu'on ne veut vraiment pas choisir, on ne peut pas. Bien, moi, je vous dirais, prenez deux choses qui sont assez différentes pour vraiment explorer, mais vous pouvez souvent les jumeler à l'intérieur d'un bac. Et ça vaut la peine de parler. Là, il y a différents conseillers en orientation qui peuvent... il y a des ressources d'orientation en ligne à l'université, mais il y a des conseillers dans les départements. C'est quelque chose qui se discute. Et moi, j'ai dit philosophie des sciences, mais moi, c'était philosophie de la biologie. Moi, je tripais philo et je tripais biologie, mais à la limite, j'étais le seul dans le département qui s'intéressait à ça, mais c'est correct. Mais c'est le fun de mélanger ces choses-là.
Et il y a différentes manières de le faire. Et ensuite, quand vous commencez vos études, c'est important de se donner la chance, encore une fois, moi je ne dirais pas de se tromper, mais d'explorer. Si vous commencez un programme, puis que vous voyez, vous sentez que ce n'est pas pour vous, là, changez. C'est OK de papillonner un petit peu. Vous êtes les experts mondiaux dans comment vous vous sentez. Okay? C'est qu'il n'y a personne qui sait aussi bien que vous comment vous vous sentez. Et donc, moi, je dirais, on le sait, ça n'a pas besoin d'être un coup de foudre, là, mais des fois, on est bien, on a des insatisfactions, c'est normal, il n'y a rien qui est parfait, mais des fois, ça ne marche pas. On commence un programme, puis là, on se dit, je pensais que c'était ça, c'est pas ça. C'est pas un échec de changer de voie. Je vous conseille de ne pas le faire 10 fois. Okay? Donc, idéalement, on réfléchit sérieusement avant de faire ces changements-là, mais c'est mieux de changer, de commencer quelque chose. C'est pour ça que, par exemple, en début de chaque session, là, il y a une période assez brève, là, mais on peut essayer un cours, puis on peut l'abandonner pour prendre un autre cours. Même chose avec des programmes. Parce que c'est normal. Vous ne savez pas exactement comment ça va se passer. Vous l'essayez. Ça ne convient pas à qui vous êtes. Bien, changez. Parce que c'est bête à dire, mais vous avez une seule vie, là. Donc, profitez de votre vie. Puis l'université devrait être quelque chose qui vous fait grandir. Si vous ne sentez pas que ça vous fait grandir, vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Et ça, il faut se donner cette permission-là. Et c'est pas un manque de sérieux, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on s'écoute. Puis on essaie ensuite de raffiner la trajectoire. En fait, on raffine l'écriture de l'introduction du roman de notre vie. Et donc, quand on écrit une histoire, bien, des fois, on recommence. Des fois, on l'a du premier coup, mais des fois, on recommence, on l'ajuste. Et le choix du programme d'études, ça devrait être ça. Idéalement, vous avez fait assez votre recherche en amont, donc en regardant bien sur les sites web, en parlant idéalement à des étudiants de l'association étudiante ou des profs ou des anciens, des diplômés, pour vous avoir une petite idée, là, parce qu'il y a des disciplines qu'on connaît moins, parce qu'elles ne sont pas au cégep, par exemple. Mais une fois que vous avez fait un peu ce devoir-là, là, vous essayez quelque chose, persévérer, oui, c'est très bien, mais si vous le sentez dans votre cœur que c'est pas ça, moi, je vous invite à changer parce que il n'y a pas de prix d'endurance de l'inconfort. C'est pas, vous n'êtes pas récompensé pour persister dans une trajectoire qui ne vous convient pas. Et ça, je dirais, la plupart, il y a un très grand nombre de nos diplômés qui ont fait des ajustements durant leurs études. Parce qu'ils ont appris au cours du temps à comment, non, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus ça. Ou des fois, on aime quelque chose, mais là, on prend un cours qui change complètement notre perspective, puis là, on change de route. Bien, c'est correct. Par contre, ce qui fait vraiment la différence, c'est pas le choix de programme, quelque part, c'est est-ce que vous vous êtes investi dans votre programme d'études? Est-ce que vous travaillez fort? Est-ce que vous êtes passionné? Est-ce que vous profitez des occasions qui sont offertes là, dans différents départements? Ça va faire une différence dans votre carrière, dans votre trajectoire de vie, beaucoup plus que le choix exact de programme. C'est motivant. Puis c'est rassurant aussi de voir ça un peu comme essai-erreur. Si vous aviez un proche qui souhaitait étudier en arts, lettres ou en sciences humaines, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? D'une part, de parler à plein de monde, mais pas nécessairement écouter leurs conseils. Donc, en fait, c'est demander les conseils des gens, mais faites-vous confiance. Vous avez la boussole qui vous permet de choisir. Il y a quelque chose qui résonne pour vous. Votre aiguille, en quelque sorte, pointe dans une direction. Faites-vous confiance. Ne vous en faites pas si vous ajustez le tir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de normal, je le répète, mais il faut être sensible. Des fois, on n'avait pas une bonne impression, on n'avait pas une image exacte de qu'est-ce qu'une discipline ou un programme allait être. Puis, ben, il faut être être adulte en quelque sorte, c'est reconnaître que des fois, ben, c'est normal de changer d'idée. Faites-le pas 10 fois. D'accord? Donc, essayez de persévérer à travers vos études, mais si vous sentez dans vos tripes que c'est pas ce que vous pensiez puis que vous seriez mieux ailleurs, c'est mieux de changer
que de gâcher sa vie juste à poursuivre dans une direction qui ne nous convient pas. Vous avez une vie, profitez-en. C'est à vous de vous préoccuper de votre épanouissement, de votre croissance. Et ça passe par s'écouter sur est-ce que ma curiosité ici, elle est vraiment nourrie comme je le pensais? Puis si ce n'est pas le cas, c'est d'aller ailleurs. Donc ça, c'est important de s'écouter. Ensuite, je veux dire, le secret, puis ça, c'est pas vrai juste pour arts, lettres, sciences humaines. C'est vrai pour toutes les disciplines, mais donc c'est un conseil universel. Profitez de votre chapitre universitaire, là, profitez de la vie universitaire. Mais ça veut dire d'abord, ça semble évident, mais allez au cours en classe. Des fois, on a tendance à sauter un cours ici et là pour des bonnes ou des mauvaises raisons. On se dit, c'est pas grave, je vais rattraper tout ça. Vous manquez pas juste le cours, vous manquez le cours, puis c'est un problème. Mais en plus, vous manquez la pause où le monde est autour de l'abreuvoir, puis peut-être que vous manquez un nouvel ami là, que vous seriez fait. Vous manquez l'annonce au Ciné-Campus de quel va être le film la semaine prochaine. Vous manquez... Donc, l'éducation, c'est pas juste du contenu. Là. On n'est pas le YouTube de la connaissance. On est une communauté que vous rejoignez, puis dans laquelle vous allez grandir, puis que vous allez nous aider à grandir. Donc, pour que ça marche, il faut que vous participiez à la vie de campus, minimalement de manière active au cours, venir en classe. Académique, mais participer aussi à l'asso étudiante, aux différents clubs. Il y a plein de clubs sur le campus. Profitez-en, ils sont là pour vous. L'engagement bénévole, l'engagement politique. Puis tout ça, ça va faire en sorte que votre éducation universitaire, en fait, elle va être très, très riche, indépendamment ou au-delà de votre programme d'études. Puis ça, c'est très important. Il y a du monde que je connais qui ont des passions puis qui n'ont pas eu la chance, pour des raisons économiques ou familiales, de les explorer dans les études. Et donc là, ils le font à la retraite. Je suis content pour eux. Mais imaginez votre chance de pouvoir le faire dès maintenant. Donc, pourquoi attendre la retraite pour explorer l'histoire de l'art si c'est ça qui vous fait vraiment vibrer? Mais quel que soit votre programme d'études, prenez-le à bras-le-corps. Prenez-le vraiment, c'est pas un hobby, là. C'est quelque chose, c'est un projet de vie. Et donc, travaillez fort, c'est ça qui va faire la différence. Vous engager, être ouvert au monde autour de vous. Puis lié à ça, puis ça, je parle surtout, c'est vrai pour tous nos étudiants, mais peut-être encore plus pour ceux qui n'ont pas grandi à Montréal. C'est normal de craindre, j'ai envie de dire, la solitude ou de ne pas se faire des amis. Oui. Je vous promets que vous allez vous faire des amis. Et c'est une promesse, c'est pas une promesse vide, là, c'est le constat que quand on arrive à l'université, d'une part, il y a une association étudiante dans votre département ou dans votre programme qui organise des activités pour vous accueillir, puis ils ont envie de vous voir, puis vous allez rencontrer d'autres mondes. Mais aussi, puis c'est pour ça que c'est important de choisir un programme qui correspond à nos passions, c'est que pour la première fois de votre vie, vous allez être dans des cours où tout le monde tripe sur la même chose que vous. C'est jamais arrivé. Donc là, au collégial, il y a des gens qui sont dans des cours de français, mais qui n'aiment pas la littérature. Il y a des gens qui sont dans des cours de maths, mais qui n'aiment pas les maths. On se retrouve, il y a plein d'obligations, il y a plein de... puis c'est normal, l'éducation, c'est pas juste la liberté, il y a aussi des contraintes, mais c'est quelque chose, c'est très encadré. Mais là, à l'université, là, chaque personne qui est dans la classe est là par choix délibéré. Ça veut dire que si vous tripez sur l'histoire médiévale, puis que vous prenez un cours d'histoire médiévale, ou en fait, vous tripez sur le Moyen-Âge, et là, vous découvrez dans un cours qu'il y a plein de monde qui tripe sur les mêmes choses que vous, j'ai envie de dire, l'amitié va découler presque naturellement parce que vous avez au moins des intérêts communs. Et donc, il y a plein de raisons de choisir un programme en fonction de ses passions, plein de bonnes raisons. Mais je dirais, une qu'on sous-estime, c'est aussi que ça nous permet de rejoindre une communauté qui nous comprend parce qu'elle aime les mêmes choses que nous. Et ça, donc, que vous soyez de Montréal, que vous soyez de Drummondville, de Sept-Îles, que vous soyez de Paris ou que vous soyez de Tokyo, c'est pas grave de où vous venez. Quand vous arrivez à l'université, il y a une communauté que vous allez trouver qui va vous trouver
Puis vous allez tisser des liens qui vont enrichir toute votre vie, bien au-delà des études. Frédéric Bouchard, doyen de la faculté, merci beaucoup d'être venu. Ça me fait grand plaisir, puis je vais profiter de ce podcast-là là, pour dire à tous les étudiants, que ce soit des nouveaux ou que ce soit des étudiants actuels, c'est normal d'avoir besoin d'aide et vous devriez le demander. C'est pas un échec. Des fois, c'est difficile la vie, c'est difficile les études, puis il n'y a personne qui réussit tout seul. Donc, mettez-vous pas sur les épaules d'essayer de tout réussir tout seul, tout le temps, ou de passer à travers tous les défis tout le temps. Nous, on est là pour vous aider, mais il y a d'autres mondes qui sont là pour vous aider. Et si vous êtes prêt à demander de l'aide et surtout à la recevoir, je vous garantis que vous allez avoir un parcours d'études exceptionnel qui vont vous offrir des souvenirs là, heureux pour le restant de votre vie. Merci beaucoup. Merci.